quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour, de retour sur Juste Milieu avec Ça discute avec, et aujourd'hui, une personnalité que vous connaissez tous très bien, bien évidemment, c'est Florian Philippot, et avant toute forme de discussion, cher Florian, comment allez-vous? Bonjour Rémi, bonjour à tous, tout va très très bien, voilà, je suis depuis le QG des Patriotes, pour ceux qui ne connaissent pas encore. En terre libre, un petit territoire libre qui est le QG des Patriotes. Voilà, on vous suit voilà maintenant avec tout ce que vous faites sur le terrain depuis le Covid, même encore avant, et ça continue, beaucoup de choses. On va en parler aujourd'hui dans ce contexte de réforme des retraites. Le combat n'est pas fini, ça continue. Ça n'est pas parce que les caméras de BFM TV ont arrêté de tourner que tout s'est arrêté. Ça continue, les discussions continuent, les débats continuent, et c'est le premier gros sujet que l'on va aborder aujourd'hui avec vous. Un retour un peu sur tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines et les enjeux qui restent encore à venir. On est le 13 avril au moment où on enregistre cette vidéo. Demain, le 14, le Conseil constitutionnel doit donner sa décision. Alors, peu de surprises au rendez-vous, mais justement, on va commencer avec ça. À quoi vous attendez-vous concernant cette décision du Conseil constitutionnel, en écho au débat que nous avons vécu, à cette parenthèse parlementaire qui a été complètement sidérante? Est-ce qu'on va continuer dans le grand n'importe quoi, ou est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Dites-nous tout. On va très probablement continuer dans le grand n'importe quoi parce que le Conseil constitutionnel en lui-même est devenu le grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut toujours espérer un miracle, et je l'espère, mais il faut aussi être lucide et regarder simplement les faits. On a des années et des années maintenant de jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment pendant toute la crise du Covid, et on s'est rendu compte qu'à l'instar du Conseil d'État d'ailleurs, il n'avait pas bougé le petit doigt. Il a tout validé. Voilà, il a tout validé, donc il y a peu de chances qu'il fasse un mauvais coup à Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il va essayer de signifier son existence en censurant une partie du texte, etc. Et peut-être même d'ailleurs que la partie censurée, ça arrangera en fait le gouvernement. On peut pousser le vice jusque-là. Mais je le vois mal censurer totalement le texte. Enfin, au moment où ce sera diffusé, on aura la réponse. Par ailleurs, il doit aussi donner son avis sur le référendum d'initiative partagée. Et ce serait extraordinaire qu'à la fois il valide le texte et qu'en même temps il censure le référendum. Alors là, on aurait la définition même de la tyrannie la plus achevée. Mais même avant ça, je dois signaler quand même à personne qui nous regarde que nous, on avait organisé et prévu une manifestation déclarée le matin du vendredi 14 avril devant le Conseil constitutionnel, enfin vraiment à côté, place du Palais Royal. Manif comme d'habitude chez nous qui se passe bien, sécurisé, etc. Et on a eu 36 heures avant, la préfecture de police de Paris nous a dit non, on va pas l'autoriser, ou en tout cas on vous propose de la faire plutôt place Vauban, c'est-à-dire à 3 kilomètres, rien à voir avec le Conseil constitutionnel, enfin perdu au milieu du 7e arrondissement, n'importe quoi. Donc on a refusé, et on était quand même stupéfaits. Alors, ils ont dit possible trouble à l'ordre public, enfin n'importe quoi. Là on est vraiment là aussi dans l'arbitraire et l'attaque contre les principes constitutionnels, parce que le droit de manifestation est un principe normalement, est un droit constitutionnel. Et alors normalement, nous on a demandé à nos avocats tout de suite de se préparer pour faire un référé liberté en urgence devant le juge administratif pour faire sauter cette interdiction. Mais pour le faire, le référé liberté, il faut un acte juridique. Il faut un arrêté préfectoral d'interdiction de la manif. Tant qu'on n'a pas l'arrêté préfectoral, on n'a rien à attaquer. Et donc ils font exprès de traîner. À l'heure où je vous parle, on enregistre. Ça fait 12-15 heures qu'ils nous ont signifié l'interdiction, mais ils n'ont toujours pas produit l'arrêté, alors qu'on les appelle toutes les heures. Et ils font exprès. Et ils ont été pris déjà sur cette affaire-là il y a quelques jours. Il y a eu un arrêt du tribunal administratif de Paris qui leur a dit arrêtez de produire très tard les arrêtés parce que vous empêchez les gens de faire des recours. Mais ils continuent, ils s'en fichent. Alors qu'ils ont déjà été condamnés là-dessus, ils continuent. Voilà. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans la Macronie, dans toute son horreur, là, vraiment dans l'état de droit qui n'existe plus, l'arbitraire, la tyrannie, ils bafouent les libertés, les principes constitutionnels, ils en ont rien à faire. Pour moi, c'est quand même un signe aussi que ce régime ne tient plus que par cet aspect de force et de tyrannie. Il sait qu'il n'a plus aucune légitimité, plus aucune. Et là, je crois qu'il est en train de nous le signifier de manière éclatante. Et quel bilan tirez-vous sur ça a été quand même l'un des grands éléments qu'on a vu sauter aux yeux, ça a sauté aux yeux des Français sur cette notion de l'opposition. Donc là vraiment de tous bords, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les LR, en passant par le PS, enfin et feu la NUPES. On a vu vraiment au grand jour
que la notion d'opposition n'existait que trop peu, malheureusement. Il y a eu quelques étincelles avec Charles de Courson, cette motion de censure qui est venue lamentablement s'écrouler à quelques voix, mais finalement, quitte à faire un petit peu de démagogie, j'en assumerai les conséquences, on a vu quand même que tout cela ressemblait à une sorte de pièce de théâtre assez mal ficelée, où les gens s'agitent, font des blagues, hurlent, mettent des pieds sur des têtes, sur des ballons de football à l'effigie de tête, toutes les drôleries qu'on a vues, pour que finalement, au bout du compte, aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus, quoi. L'opposition est déjà passée à autre chose, enfin même l'opposition est passée à autre chose. C'est un peu effectivement le sentiment que ça donne. Moi, je vais être très pragmatique. On est à peu près 10 mois après les élections législatives, là en avril. L'opposition est censée être majoritaire depuis les élections législatives, depuis le 19 juin 2022, et je constate, c'est un constat, que cette opposition majoritaire n'a pas été capable de voter une seule fois une motion de censure pour renverser le gouvernement. Voilà, moi c'est juste le constat qui m'intéresse. Tous les blabla, les prises de parole, les stratégies, les tactiques, à la limite, ça passe, on s'en souvient même plus, les coups de com' ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le constat. Le constat, c'est que Macron est minoritaire et que Macron est encore là, son gouvernement, je veux dire. Donc, c'est que l'opposition n'est pas à la hauteur. Et elle ne l'est pas. Alors, pour une partie PS, LR, parce qu'elle est en collusion idéologique totale avec la Macronie. Donc, en réalité, elle fait presque partie de la Macronie. Bon, ça, on peut déjà mettre de côté. En tout cas, une grande partie des LR, il y en a quelques-uns qui ont été un peu plus courageux, mais enfin, la grande majorité. Après, pour le reste, on peut pas totalement dire que RN et NUPES sont en collusion idéologique avec le macronisme, ce serait un peu trop réducteur. Mais là, je pense qu'on tombe dans autre chose. On tombe dans le confort d'une opposition parlementaire qui, malgré tout, n'a peut-être pas très envie qu'on retourne aux urnes, ou n'a peut-être pas très envie de sortir de cette position confortable où la Macronie, c'est-à-dire le monarque, décide qui est l'opposition, qui aura le droit de passer à la télé, qui aura le droit au tapis rouge de l'Assemblée nationale, au beau bureau de président de groupe, aux voitures et chauffeurs, voitures de fonction de président de groupe, aux indemnités qui vont avec et tous les avantages, et puis on les caresse, on les reçoit régulièrement à Matignon, à l'Élysée, on les appelle, Marine Le Pen et Macron s'échangent des petits textos, etc. Enfin, tout ça est su, et Mélenchon c'est pareil, tout ça est su, et en réalité, vous voyez comment le pouvoir en bourgeoise, presque corrompt, je dis pas corrompre au sens forcément financier, je vais pas lancer des diffamations, mais au moins, je vais dire moralement, et on en est là, voilà, on en est là. Et c'est fait que vous avez de plus en plus, moi j'ai le sentiment, si j'analyse la situation politique française, et c'est pas forcément que propre à la France d'ailleurs, on a de plus en plus un théâtre qui est un peu le majorité opposition, qui n'intéresse plus grand monde, 45% de participation, dernière législative, et puis à côté, et qui finalement n'est pas vraiment sur les vrais enjeux. On est un peu dans le vieux débat politique à l'ancienne. Et à côté, vous avez un débat politique avec un P majuscule qui se reconstitue sur des vrais enjeux. Voilà, on parle de dur, Frexit, de l'OTAN, des suspendus, du Covidisme, de la tyrannie, etc. On parle du dur. Et ce débat se reconstitue, mais en dehors du champ parlementaire, complètement en dehors, un peu dans la rue, un peu partout, dans les cercles, dans les conférences, dans les colloques. C'est la résistance, vous voyez. Et en fait, là, on a l'impression que là, il y a une ébullition intellectuelle. Et là, il se passe des choses. Là, il y a des juristes, des avocats, des chefs d'entreprise, des politiques, des universitaires, des médecins qui travaillent ensemble, qui se rencontrent, qui essaient de créer des choses. Et puis, il y a un vieux truc usé à l'Assemblée qui n'intéresse plus personne. Vous voyez, moi, c'est le sentiment de plus en plus que ça me donne. C'est qu'il y a une fracture qui se crée entre l'opposition et la résistance. Voilà. Et est-ce que ce que vous appelez la résistance, on va pas jouer sur le terme, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, mais ce serait notre débat, c'est pas le sujet, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, voilà, c'est un jeu, à la limite, on s'en moque. Non, je peux dire, on peut en parler, non, mais bien sûr, il s'agit pas, je comprends la critique, dire, c'est grandiloquent, Jean Moulin, etc. C'est pas ça. C'est simplement que, d'ailleurs, c'est un terme, je remarque, qui est en train de traverser les frontières. Il y a, aux États-Unis aussi, ils parlent de plus en plus de résistance. C'est un terme que les gens reprennent spontanément. Et je crois pas non plus qu'eux-mêmes se prennent pour Jean Moulin. C'est simplement que oui, on résiste. On résiste face à un pouvoir qui veut nous écraser. Vous voyez, c'est simplement ça. C'est tout simple. Mettez un R minuscule, si vous voulez, pas confondre avec la résistance glorieuse de ceux qui ont donné leur vie en 40 ou après. Moi, ça me pose aucun problème. Mais je pense que c'est un terme qui est repris facilement par les gens parce qu'il leur parle. Parce qu'il leur parle, tout simplement.
absolument. Oui, non, mais je comprends tout à fait la logique. C'est vrai que je fais mon rabat-joie, mais c'est vrai que sur l'analogie avec l'histoire, en fait, presque c'est pas tant cette critique-là que je fais, le rapport à la résistance de la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt à l'inverse, d'avoir cette prudence par rapport à l'histoire, de dire que finalement, la période qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas si elle est, enfin, on peut estimer qu'elle est moins grave, bien sûr, que la résistance de la Seconde Guerre mondiale, mais par prudence, on ne sait pas encore si elle va être encore plus grave. D'une certaine manière, c'est pour ça, en fait, je renverse la logique de dire, finalement, ne minimisons pas la résistance de la Seconde Guerre mondiale, parce que ne la minimisons pas, la maximisons pas, en fait. C'est que finalement, on ne sait pas encore ce qu'on vit, parce qu'on est face à une tyrannie qui, à mon avis, n'a pas fini de dévoiler son visage. C'est juste une prudence par rapport à ça, mais voilà, un petit débat sur les mots, c'est toujours. Non, mais l'enjeu de la guerre et de la guerre mondiale, et on en parlera tout à l'heure, mais il est là, c'est vrai. Au bout du chemin, est-ce qu'il y a la guerre mondiale? C'est la vraie question. Et là, on passera dans une résistance d'un autre niveau, oui. Clairement. Clairement. Justement, sur cette sphère-là de résistance, est-ce que vous pensez qu'à terme, le but est justement d'aller pénétrer ce milieu politique et de le régénérer, justement, ou est-ce que la vocation est justement de rester autour, de rester à côté? Quelle finalité vous voyez à ce combat-là, à ce dynamisme-là? Non, je pense que il faut pas du tout négliger le combat simplement électoral ou politique, pour une raison simple, c'est que jusqu'à dernière nouvelle, ceux qui votent les lois, ce sont eux. Les lois qui vont s'appliquer à nous, si vous voulez. Donc on peut pas négliger en disant simplement. Donc nous on essaie, si vous voulez, de faire pression au maximum sur eux. On fait énormément de lobbying sur les parlementaires. On fait des manifs devant l'Assemblée, devant le Sénat, etc. On essaie de prendre des contacts, de faire ce qu'on peut. Ça a eu des impacts. Par exemple, je sais qu'on a fait renverser le vote du RN l'été dernier sur la loi Covid qui devait s'appliquer le 1er août 2022 et qui devait rétablir la possibilité d'un masque obligatoire ou d'un pass même aux frontières. Et en fait, je sais que le RN devait voter pour et que les manifs et le lobbying qu'on a fait basculer le vote interne du groupe, ce qui fait que la majorité a changé et que la loi n'est pas passée. Vous voyez, donc, et là, on n'a pas dit, on n'est pas dans notre superbe isolement en dehors du jeu parlementaire. On essaie de tout faire pour avoir un impact. Et évidemment, le but, c'est que au maximum cette classe politicienne ancienne, pas bien courageuse, soit remplacée par des vrais courageux, par des vrais débats, des gens qui porteront dans l'hémicycle le Frexit, des gens qui porteront dans l'hémicycle la sortie de l'OTAN. Je veux dire des vrais sujets qui auront porté la question de la réintégration des suspendus avec infiniment plus d'énergie qu'on ne l'a vu depuis un an et demi à l'Assemblée, qui porteront des vraies commissions d'enquête à l'américaine, j'ai envie de dire. Allez voir ce qui se passe en ce moment, par exemple à la Chambre des représentants, depuis qu'elle est républicaine, aux États-Unis, sont des commissions d'enquête très haut niveau, très énergiques, très qui ne lâchent rien. C'est ça, moi, que j'aimerais au Parlement. Donc je veux pas lâcher du tout l'affaire. Y compris, je pense qu'il faut qu'on soit très présent aux élections européennes l'an prochain. On en reparlera, mais en même temps, ne tombons pas dans le piège non plus de nous dire tout va dépendre de l'électoral. Moi, je suis persuadé que si on fait pas ce travail quotidien en contact réel avec les gens, avec les professions, avec les milieux, les écosystèmes, pour vraiment changer les mentalités, éveiller les gens, faire comprendre plein de choses. Alors, ça ne sert à rien alors on n'aura de toute façon pas une bonne dynamique électorale parce que les gens comprendront pas bien les enjeux, ils voteront mal, ils reconduiront toujours les mêmes. Vous voyez, pour moi, c'est les deux. C'est vraiment les deux, et il faut être capable de le faire sans se compromettre. Oui. Absolument, oui, de garder cet équilibre-là. Et quand vous parlez d'un monde politique vieillissant, effectivement, c'est intéressant parce que on a cette impression aujourd'hui d'assister à une sorte de fin de règne, de fin de cycle, où le dramatique côtoie le ridicule. Dernière séquence en date qui résume parfaitement ça, c'est François Hollande piégé par deux humoristes et imitateurs russes dans une séquence où jusqu'à présent même Check News n'a pas trouvé à redire quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est la vérité. Check News n'a pas dit que c'était faux, que c'était deepfake ou je sais pas quoi. Donc François Hollande, pour le dire à nos spectateurs qui n'auraient pas suivi cette affaire-là, a été piégé, pensait s'adresser à Petro Poroshenko, ancien homme politique ukrainien, et donc ils se font des petites confidences tout à fait sympathiques, comme on ferait avec son ami sur un comptoir, sur un zinc, et en fait, François Hollande explique que notamment sur les accords de Minsk de 2014, on a le discours politique et médiatique à ce moment-là était de dire que la Russie avait besoin de gagner du temps par rapport au conflit, que c'était la Russie finalement qui quémandait ce temps-là, alors que François Hollande explique que c'était tout l'inverse. Voilà, il y a quelques petites confidences comme ça, notamment aussi sur le rôle de Brigitte Macron, qui apparemment serait un peu celle qui tirerait les ficelles, et si on parle à Brigitte Macron, on peut plus facilement parler à Emmanuel Macron. Bref, on assiste à une sorte de fin de règne, et le mandat d'Emmanuel Macron est
le résume aujourd'hui, le deuxième mandat le résume. Est-ce que vous pensez que vraiment la machine est en train de s'écrouler, ou à l'inverse, ils sont dans un confort, dans une impunité, dans une inconséquence qui fait que ils déroulent, quoi. Comme on dit dans le cyclisme, ils déroulent en toute tranquillité. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Je pense qu'on est effectivement en fin de règne. Tout ce que vous dites est exact. La présidence Macron est vraiment une présidence d'échéance totale. Que ce soit son comportement ici en France, on se souvient des images de la fête de la musique dès le début du mandat, qui était lamentable à l'Élysée, de toutes ces sorties insultantes contre les Français, qui voulaient emmerder les gens, etc. On le voit à l'international. C'est les soirées chaudes de Kinshasa, bière à la main. Enfin, qui imagine le général de Gaulle? Enfin, même encore, même Chirac ou Mitterrand. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Le fait qu'il emmène maman Ursula dans ses valises en Chine. Enfin, tout ça, il est délirant. Les Pays-Bas, en ce moment même, ça se passe très mal. Il y a des manifestants partout qui l'interpellent. Il parle en anglais aux Pays-Bas. C'est-à-dire que les Pays-Bas parlent pas anglais, on parle pas anglais, mais on parle anglais là-bas. Ça n'a aucun sens. Donc, on voit qu'il y a plus de principe, il y a plus de solidité. C'est la déchéance totale. Ça s'appelle une fin de règne. Mais dans les fins de règne, vous savez, c'est souvent le moment où les oligarques, les vrais, parce qu'il n'y a pas que des oligarques russes, on parle toujours des oligarques russes, mais il y a aussi des oligarques français, l'oligarchie se sent effectivement en totale impunité, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir, parce que les médias sont à la botte, donc ils jouissent. Donc c'est le fonds Chiappa, le fonds Marianne, les 2,5 millions qui vont vers les copains, etc. C'est tout ce qu'on vient de dire sur la Macronie, c'est on impose des règles pour les uns, on se les impose pas à soi-même. Macron est-il vraiment vacciné Covid? Moi, j'ai aimé le plus grand doute, comme Jean Lassalle. J'ai aimé le plus grand doute depuis le début. Je pense pas d'ailleurs qu'il le soit, mais ça doit pas être le seul. On mettait pas le masque quand les autres le mettaient. On se souvient de Bayrou à Orly, tout ça. Donc c'est vraiment ça. C'est normal. Il y a plus de Conseil constitutionnel, il y a plus de Conseil d'État, il y a plus de médias, il y a plus rien. Mais c'est aussi le signe que ça va se terminer. Voilà, ça va se terminer. La question, c'est est-ce que ça va se terminer dans un chaos destructeur, ou est-ce que ça va se terminer par une relève qui régénère et qui fait renaître et ressusciter notre pays et des valeurs solides. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. C'est ça qu'on doit préparer. Vous ne pensez pas que ce système peut se pérenniser un peu à l'américaine, c'est-à-dire de créer, enfin de forcer le désintérêt des gens qui ne veulent plus regarder ce cirque permanent, et d'entretenir, c'est-à-dire où on a tantôt un Biden, tantôt un Donald Trump, même si la ligne politique effectivement peut sembler plus proche et plus intéressante. Donald Trump est quand même un drôle de zig au départ, et même si sur les combats plus idéologiques, on peut apprécier la ligne ou pas, on a quand même quelqu'un, c'est quand même Make America Great Again. Donc ça n'est pas, ça ne sera jamais le meilleur ami de la France et des intérêts européens, mais on voit que les États-Unis continuent de multiplier quand même des bêtes politiques comme ça dans un désintérêt de plus en plus manifeste en termes de vote, de présence au vote. Je suis pas totalement d'accord. Là, je pense que les États-Unis sont en avance sur nous. Mm-hmm. Si vous suivez dans la presse américaine les débats américains, ils sont contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils vont vraiment sur des enjeux, quand ils parlent du Covid, quand ils parlent de l'Ukraine, quand ils parlent de beaucoup de sujets, ils sont même du protectionnisme, des sujets comme ça très importants. Et je trouve qu'ils ont un cran d'avance, ils dénoncent beaucoup le mondialisme, les débats sont intéressants, et le phénomène Trump, malgré tout, c'est quand même une réponse. On peut pas dire Trump égale Biden. Je suis pas du tout d'accord. Trump, alors il a ses spécificités, son franc-parler, son langage, ça, il est très américain. Bon, mais n'empêche qu'il a impulsé une politique contre ce qu'il appelle l'État profond, le establishment mondialiste, comme il dit, très très différente. Il suffit de regarder sa position sur la guerre mondiale, sur l'Ukraine, elle est très très différente de Biden, sur le Covid aussi. Et donc il y a quand même eu un phénomène, une réaction populaire aux États-Unis. Alors bien sûr, ils sont pas sortis de leur crise. Bien sûr, il y a toujours des éléments de déchéance, mais il y a eu cette réaction populaire. Il y a eu une reconfiguration du débat. Il y a eu émergence d'une nouvelle génération politique bien plus offensive dans l'opposition, bien plus courageuse. Il y a des républicains qui sont en ce moment très courageux aux États-Unis, qui disent des choses qu'on n'entend pas du tout au Parlement français et qui font des choses. Et donc, je trouve qu'ils sont plutôt en train d'essayer de trouver une voie de sortie. Alors c'est pas encore fait. Ils sont écrasés par la corruption, par Biden et tout ce qu'il y a autour de lui surtout, bien sûr. Mais je trouve que ça a beaucoup bougé et je trouve que ça peut être un espoir au contraire pour les Français de se dire, on peut s'en sortir. Regardez la Russie des années 90, Yeltsin.
Il y a plus d'État, c'est la corruption partout, c'est les fonds, si vous voulez, c'est l'alcoolisme d'État, quoi. Il y a plus que ça à la tête de l'État, on vendait tout. C'est un peu comme la France maintenant, hein. On vend les fleurons pour s'enrichir personnellement. Il y a effondrement de l'espérance de vie. Enfin, c'est une catastrophe. Mais derrière, l'État, à sa manière, à la tradition russe, on n'a pas la même, a su se remettre debout. C'est le phénomène Poutine. Je dis pas qu'on aura la même chose ici, on l'aura à la manière française, mais a su se remettre debout, a su se reconstituer, a su retrouver un semblant d'intérêt national. Je glorifie pas Poutine, hein, parce qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes en interne, mais quand même, ça n'a plus rien à voir avec la période Yeltsin. Et tous les indicateurs se sont quand même améliorés. Donc même quand on tombe très très bas, il y a toujours un moment, surtout quand il y a une conscience nationale, où ça peut se redresser. Il faut que la France retrouve sa conscience nationale. Et on l'a évidemment, on est un très vieux pays, on l'a évidemment. Elle a été culpabilisée, criminalisée, rendue honteuse, mais elle est là au plus profond de nous-mêmes. Parfois, chez les gens, elle est très très profondément ensevelie parce qu'elle a été tellement mise sous des couches et des couches de honte et de culpabilité qu'il faut aller la chercher. Mais il suffit d'aller la chercher, la retrouver, cette fierté nationale, cette confiance en nous. Et je vous assure qu'on pourra se redresser. Mais c'est un phénomène, je sais pas combien de temps il prendra, hein, j'en sais rien. Je sais pas, je suis pas Madame Irma, mais je suis absolument persuadé que si on bosse bien, on y arrivera. Oui, il y a effectivement un plafond de verre à briser, d'autant que les médias tentent de créer eux-mêmes cette, ce renouveau. On l'avait vu avec tout le tintouin autour d'Éric Zemmour, que par moments on présentait comme justement le Trump à la française, le candidat du peuple qui allait tout changer, alors qu'en vérité, on est dans une dynamique à la Emmanuel Macron, quoi, de quelqu'un poussé par un oligarque, en l'occurrence Monsieur Bolloré, avec tout un système médiatique. Est-ce que vous pensez que là il y avait quand même un peu un espoir de changement, ou est-ce que Éric Zemmour était plutôt une créature politique, une créature médiatique qui sortait un petit peu de nulle part? Non, il a pas, si vous voulez, il y avait pas chez Zemmour les fondamentaux pour une vraie rupture. À partir du moment, il les avait il y a une dizaine d'années. Il défendait la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, ça. Il a abandonné tout ça. Donc, il n'y avait pas, si vous voulez, les conditions d'une rupture chez Éric Zemmour. Après, je relativise un petit peu ce que vous dites. Il n'a pas eu du tout la promotion médiatique qu'a eu un Macron. Parce que certes, il était très médiatisé, parce qu'il l'était déjà avant, en fait, hein. Il a eu toutes ces années Ruquier, CNews, tout ça. Mais généralement, de plus en plus on avançait dans la campagne présidentielle, plus le commentaire médiatique sur lui était négatif. Il a été très attaqué. Après, il a aussi fait la campagne qui allait avec, hein. Mais donc, je pense pas qu'on puisse le comparer. Maintenant, non, chez lui, comme chez beaucoup d'autres, pour moi, il n'y a pas les éléments d'une vraie rupture. Je le crois plus sincèrement patriote que Macron. Je pense qu'il est sincère dans son patriotisme. Et avec Zemmour, je pense que Macron n'est pas du tout patriote. Je pense que Macron n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, il s'en fiche complètement, il connaît pas l'histoire de France. Et ça, c'est pas le cas de Zemmour. Après, sur les solutions politiques, il y a beaucoup beaucoup des solutions de politique de Zemmour avec lesquelles je ne suis pas en accord. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur les retraites, je suis pas d'accord avec lui sur l'Ukraine. Je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne, de la CEDH, de l'OTAN, de l'euro, et qu'il faut avoir un vrai souci social aussi dans la politique qu'on mène, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vivent aujourd'hui dans une misère noire. Et ça, il faut pas du tout faire semblant que ça n'existe pas. C'est très très important aujourd'hui dans notre pays. Et quelle suite, effectivement, en plus avec ces thématiques sociales aujourd'hui qui explosent aux yeux de tout le monde, quelle suite voyez-vous au mandat d'Emmanuel Macron? Est-ce que ça va être une longue et lente descente aux enfers avec des sorties médiatiques comme on a pu constater, comme on a pu voir, qui vont se multiplier? Quelle suite voyez-vous à tout ça? Est-ce que il va y avoir une reprise en main, c'est-à-dire qu'on va changer, Elisabeth Borne aura fait son rôle de fusible et ils vont tenter de renouveler un petit peu la chose, de sorte à aller jusqu'à 2027, et puis qui d'un Édouard Philippe, qui d'un, on sait pas, un Gabriel Attal, peut-être même Olivier Véran, paraît-il, aurait des vues sur 2027, nous a dit le Parisien. Alors, comme quoi, hein, le pire n'est jamais qu'un mieux qui s'ignore. Quelle suite voyez-vous à ce mandat, et aussi à l'horizon 2027 qui se rapproche dangereusement? Enfin, vous savez, peut-être qu'en 2027, Olivier Véran expérimentera la santé, mais plus le ministère de la Santé. La santé, mais côté barreau. Je veux dire, ces gens-là feraient bien d'être très prudents, parce que nous ne sommes pas sortis des suites du Covid. Et notamment maintenant, il y a beaucoup de familles qui commencent à demander des comptes, hein, en France et à l'étranger. Et il y a des grands procès qui commencent. Hein. Le 28 avril, c'est en Allemagne, hein, le premier grand procès, là, 180 plaintes qui commencent. Donc, Monsieur Véran ferait bien, avec quelques autres, d'être extrêmement prudent là-dessus. La suite, écoutez, moi, je pense qu'il faut bloquer au maximum Macron, c'est tout. Il faut pas réfléchir à autre chose. Il faut qu'il soit incapable, parce que de toute façon, quand il fait, il défait.
Quand il fait, c'est mauvais pour la France, c'est mauvais pour les Français, quoi qu'il fasse. Donc il faut pas qu'il fasse, vaut mieux qu'il fasse rien plutôt que faire. Donc il faut le bloquer au maximum. Je pense il a quand même pris un sacré coup avec les retraites, quelle que soit l'issue à la fin, parce que il a quand même perdu une grande partie de sa majorité malgré tout, de ce qui pouvait constituer une majorité en tout cas à l'Assemblée nationale, parce que il y a beaucoup de Français qui ont quand même ouvert les yeux, parce que il est très affaibli, y compris médiatiquement. Il est quand même un peu plus critiqué, attaqué médiatiquement qu'il ne l'était il y a un an où il l'était pas du tout. Maintenant il y a quand même pas mal d'éditorialistes qui commencent à se poser des questions sur lui, etc. Donc lui, il faut le bloquer au maximum, il faut l'embourber. Si on pouvait déclencher la destitution par le Parlement, c'est les parlementaires qui ont la clé, il faut le faire. Il faut le faire. Et nous, on doit continuer à faire pression pour leur susurrer cette idée-là et leur suggérer cette idée. Mais même si elle n'a pas lieu, parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire, il faut le bloquer. Il faut le bloquer au maximum pour que ce quinquennat, en fait, dans les faits, ne dure pas 5 ans. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous, bosser, se rassembler, s'unir, travailler, proposer une alternative aux Français, tous les jours, toutes les heures, bosser. Il y a que ça à faire. Le reste, c'est presque anecdotique, un remaniement, borne ou pas borne, tout ça. Les Français comprennent bien que ça change rien. Donc ça, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est bloquer cette Macronie, cette oligarchie, et faire en sorte qu'on se prépare un maximum à une vraie rupture dans notre pays. Et alors, avant d'évoquer la scène internationale et avec différents sujets, je vous pose cette question parce que voilà, c'est juste milieu, l'endroit où on discute, où on papote, on échange les idées, on construit les désaccords. J'ai reçu récemment François Asselineau et on a évoqué notamment cette question du rassemblement parce que face à un constat qui aujourd'hui est, pointe du doigt l'urgence de se rassembler, l'urgence de s'unir dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la France. Aujourd'hui, quelle est votre position sur cette question-là qui, dans la sphère souverainiste, se pose de plus en plus sur l'union des politiciens de la ligne souverainiste, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, de poser les désaccords, de poser, comment dire, les principes individuels et de se dire bon bah maintenant on y va ensemble. Quel regard portez-vous sur cela, sur cette possibilité-là? Mais je n'ai pas changé. Dès 2019 aux européennes, j'ai proposé une liste unique du Frexit aux européennes à l'UPR. J'acceptais même d'être en 3e position et de laisser la première place à l'UPR. Donc, si vous voulez, c'était pas une question d'ego. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Très malheureusement. J'ai organisé la journée souverainiste en 2020 en invitant tout le monde. En manifestation, nous avons invité depuis 3 ans plus de 300 personnalités, politiques ou pas, de tout courant, de tout milieu. Peut-être 5% de ces 300% sont encartés aux patriotes, hein. Le reste ne l'est pas. Donc certains sont venus, beaucoup sont venus, de plus en plus viennent. D'autres ne répondent pas ou ne veulent pas venir. Je pense que c'est un tort. Moi, là, quand j'ai été invité le 30 janvier 2020 à la journée Brexit de l'UPR, je suis évidemment allé et j'ai pris la parole et j'étais très heureux d'y aller. Donc si vous voulez, moi ma position est la même. Nous avons lancé une pétition cette semaine pour le rassemblement des souverainistes en disant dans un an arrivent les européennes, faisons évidemment une liste unique. Ne nous éparpillons pas en 5-6 listes souverainistes. Là, les gens nous en voudraient énormément et ils auraient raison. Donc, il faut faire une liste unique, en commençant par le noyau dur frexiteur, mais une liste unique des souverainistes sincères, conséquents. Et cette pétition fait un carton, d'ailleurs. Elle est sur le site des Patriotes. Et donc, ma position est constante. Absolument constante. Voilà. Donc, moi, vous m'entendrez pas tirer dans les pattes des autres souverainistes. Non. Moi, je tire dans les pattes de l'oligarchie, de l'Union européenne et de Macron. Parce que je pense que le danger, il est là et c'est eux qui sont au pouvoir. C'est tout simple. Et d'ailleurs, nous avons aussi démontré notre volonté de rassemblement. J'ai fait l'alliance aux législatives avec Debout la France, Génération Frexit de Charles Gallois. Nous l'avons présenté publiquement avec Nicolas Dupont-Aignan et nous avons tout de suite dit, elle est ouverte dès le mois de mars 2022. Et d'ailleurs, 3 jours plus tard, Génération Frexit l'a rejoint et on en était très heureux. Donc, on est extrêmement constant là-dessus. Après, je regrette quand il y a des attaques du camp souverainiste. Je regrette énormément. Mais vous voyez, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'après on va dire ils s'entendent pas, c'est navrant. Non. Il y en a un qui attaque, moi j'attaque pas. Alors, je réponds juste sur un point très précis. Je peux répondre sur tout, hein, mais je l'ai déjà fait 100 fois et ça m'intéresse pas beaucoup. J'aurais dit dans un dîner que j'étais, alors en 2021 d'abord. Petite erreur de date, 2020 parce que moi je m'en souviens très bien. Pas en 2021, été 2020. Que j'étais en fait pour rester dans l'OTAN. Devant témoins. Alors c'est dommage parce que justement les témoins, je trouve qu'ils disent pas ça. Mais peu importe. Mais comment quelqu'un peut croire une seule seconde? Comment croire même à ce qu'on dit quand on ose dire ça? C'est écrit depuis septembre 2017, la création des Patriotes. C'est écrit en toutes lettres qu'on est pour la sortie de l'OTAN. Je l'ai dit et redit dans maintes émissions de télévision, vidéos, meetings, discours, avant 2020, après 2020.
Donc ça n'a aucune crédibilité de dire ça. Donc c'est fait pour quoi? Juste pour empêcher l'alliance. Juste pour créer de la haine entre nous et entre nos militants. Mais c'est irresponsable. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est quoi le but? C'est horrible. Je veux dire, la France est en train de crever. On est censé tous se battre. Alors peut-être on a nos différences, peut-être même qu'on s'aime pas. C'est bien dommage. Moi, c'est pas mon cas en tout cas. Mais même si c'était le cas, c'est pas grave. On ne demande pas. Les Français nous demandent pas d'être les meilleurs amis du monde entre nous. Ils nous demandent d'être les meilleurs amis de la France et de leur cause. Et c'est tout ce qu'on doit être. Et on doit être à ce niveau-là de responsabilité. Moi, c'est tout ce que je dis. Donc, y compris, je vais vous dire, hein, et je clôturerai là cette affaire, parce qu'elle est très importante, y compris ceux qui, hier, nous ont attaqués, nous ont diffamés, ont raconté n'importe quel mensonge, des prétextes qui changent tous les 3 mois, hein, parce qu'en plus, se souvenir d'un dîner de 2020 en 2023, sans en avoir jamais parlé avant, c'est pas hyper crédible. Ça s'appelle une reconstitution de souvenirs, en termes de justice. Mais peu importe, tous ceux qui nous ont attaqués, diffamés, machin, etc., ou qui nous ont jamais répondu, bon, c'est un peu limite, on vous ignore. C'est pas très grave, mais y compris ces gens-là, moi je leur dis demain, mettons-nous ensemble. On sera peut-être pas les meilleurs copains du monde, mais nous avons le devoir impérieux de nous mettre ensemble. Parce que si vous imaginez s'il y a une liste unique aux européennes en 2024, mais l'espérance que ça créera, la dynamique que ça créera, c'est pas ça qui va révolutionner. Je sais que c'est pas les européennes en 2024 qui feront le Frexit. Je le sais bien. Pas plus qu'elles ne feront la réforme interne de l'Union européenne pour ceux qui vont raconter ces salades-là pour la xème fois. Mais ce sera une tribune incroyable d'abord, et ça créera une espérance et ça bâtira quelque chose. Alors il faut évidemment, moi je pousse en ce sens, y compris avec ceux qui ont été diffamatoires ou pas très sympathiques dans les mois passés. À la limite, je veux dire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est si on est sincère dans notre combat en tout cas. Hein, ce qui compte, c'est demain et c'est la France. Merci, voilà, pour votre éclairage là-dessus. Je voulais avoir votre point de vue, bien sûr, mais voilà, c'est comme j'avais posé la question à Monsieur Asselineau, je vous pose la question, voilà, pour les spectateurs, chacun a ses éléments là-dessus. C'est important. Je dis juste une chose aussi pour ceux qui l'ignorent. Vous savez que moi j'ai créé un blog en 2005. J'étais étudiant à HEC qui s'appelait Sortir de l'euro en 2005. Voilà. Parce que parfois on entend, il sert à lire récemment, Frexit. C'est totalement faux. Il suffit d'écouter toutes mes interventions depuis des années et des années et de savoir que déjà étudiant à HEC, je sais pas, j'avais quel âge? En 2005, j'allais avoir 24 ans. J'ai créé ce blog Sortir de l'euro. Donc et vous voyez, je vous le dis, j'en fais jamais la pub. Je veux pas rentrer là-dedans. On s'en fiche de 2005, 2007, 2012, 2015. Enfin, moi personnellement, m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est 2023, 2025, 2030, 2050. Qu'est-ce qui va rester de notre pays et de nos libertés, et je dirais même de notre humanité, parce que cette politique oligarchique, elle nous attaque jusqu'à ce qui est humain en nous. Une déshumanisation de l'humain, ça c'est un véritable enjeu. Et quel est quoi alors déjà la pétition effectivement dont vous parlez sera en lien également dans la description de cette vidéo si jamais si nos spectateurs veulent y participer, signer cette pétition, voilà, vous pourrez la retrouver sur les Patriotes et sur Juste Milieu, voilà, c'est aussi ça l'union d'une certaine manière. et quel écho vous trouvez, parce que sur la question des européennes, effectivement en spectateur français on regarde surtout grâce à vous la question du souverainisme avec les lunettes bleu blanc rouge, mais est-ce que ces questions-là aujourd'hui prennent de l'ampleur chez nos voisins en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est encore un autre sujet, mais est-ce que vous voyez un essor qui prend chez nos voisins et chez nos amis européens également sur la question du souverainisme? Énorme. La question du souverainisme aujourd'hui se confond de plus en plus avec la lutte anti-mondialiste. Okay. C'est très clair. Pour moi, ça restructure. Ça revient à ce que je vous disais au début sur la vraie structuration des débats dans la résistance. Ça restructure le débat intellectuel et politique. Aujourd'hui, le débat, c'est modèle mondialiste, pas. Et si on n'est pas dans le modèle mondialiste, on défend les peuples, les nations et les libertés et les souverainetés. Et on a, par exemple, les courageux paysans néerlandais qui font depuis des mois, qui ont gagné pas mal de choses d'ailleurs, hein, des manifs incroyables sur ces enjeux-là. Et c'est ça la nouveauté. Je pense qu'une manif agricole il y a 5 ans, vous auriez eu des slogans agricoles classiques. Nos prix, je sais pas quoi. Aujourd'hui, dans les manifs agricoles aux Pays-Bas, si vous en avez en France ou en Allemagne ou aux États-Unis, vous aurez des trucs sur la grande réinitialisation, vous aurez des trucs sur l'Union européenne, le Frexit ou chez eux le Nexit, etc. Ce qui prouve que les gens vont beaucoup plus à la racine des choses qu'avant. C'est vachement bien. Et ça, le Covid a été affreux, mais au moins il aura permis ça, de faire émerger les enjeux de fond. Les gens vont beaucoup plus à la racine des choses, c'est très très bien. Et
Et vous voyez, en Allemagne, on voit des manifs très régulièrement pour la sortie de l'OTAN, pour la paix. C'est le même sujet, hein. C'est le même sujet, hein. Parce que c'est la même attaque oligarchique derrière, hein. Le même projet mondialiste affreux. En France, tout ce qu'on voit depuis quelques années, c'est l'ébullition, gilets jaunes, les manifs anti-pass, les manifs anti-guerre, la mobilisation sociale retraite. Honnêtement, il y a des gens dans les retraites, c'était plus le public traditionnel des syndicats simplement. Plein de gens qui ont jamais manifesté, qui sont allés. Nous, il y a plein de gens de chez nous qui vont dans les manifs retraites. Plein. Et ils y vont dans un esprit anti-oligarchique. Pas simplement que sur la réforme des retraites. Parce qu'ils ont bien compris que tout ça s'imbrique. Donc, oui, aux États-Unis, c'est énorme aussi. Aux États-Unis, je vous dis, mais ça se traduit, ce qui est bien, c'est que c'est dans la rue, mais ça se traduit aussi dans leur congrès. Parce qu'ils ont une opposition qui fait plus le boulot que chez nous. Donc oui, moi je suis optimiste là-dessus. Je veux dire, on peut ajouter l'Italie, on peut ajouter le Royaume-Uni. Les gens ont obtenu leur Brexit, mais maintenant ils veulent le concrétiser. Donc le combat pour la souveraineté, il n'est pas terminé, parce que le Brexit doit pas être géré par des mondialistes. Il doit être géré par des patriotes. Et là, on en fera un beau Brexit. Et c'est tout l'enjeu actuel de Nigel Farage, etc. Donc, c'est dur, c'est vachement dur, mais il y a un truc très réconfortant pour les Français. C'est que les peuples du monde sont en train de se battre un peu partout sur les mêmes enjeux. Et ça, c'est quand même le signe, pour moi, inéluctable qu'on va gagner. Et vous avez des contacts, des échanges avec vos équivalents, on va dire, au-delà de nos frontières? Est-ce que ça fusionne aussi à travers les pays, ou pour l'instant, ça reste encore parcellaire? Alors, j'ai eu des beaux contacts au Canada, notamment avec Maxime Bernier, qui a organisé toutes les manifs pour la liberté. Il était même intervenu en duplex, en vidéo, dans nos manifs. Et il est très courageux. Et pareil, lui, il est sur même. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment les mêmes termes, même. On voit qu'on est en train de. C'est un truc mondial. C'est très intéressant. J'ai quelques contacts républicains aux États-Unis et j'en ai en Italie. J'étais même allé leur rendre visite. Ils m'avaient invité à une manif pour la liberté à Rome en 2021, à l'été. Puis j'en connais quelques-uns au Sénat et à l'Assemblée nationale italienne. Et puis au Royaume-Uni, Nigel Farage avait avait appelé à voter pour nous aux européennes en 2019. Donc là pour nous c'est très prestigieux parce que Nigel Farage, sans lui, il n'y avait pas de référendum en 2016 au Royaume-Uni sur le Brexit, et il n'y avait pas de Brexit tout court. Voilà, en Allemagne, j'ai pas trop de contacts. Où est-ce qu'on en a ailleurs? Non, globalement c'est à peu près ça. Il y a aussi des Belges qui se battent beaucoup, mais ils sont moins structurés en Belgique. C'est compliqué, c'est un pays très très compliqué, la Belgique. Hein. Oui. Très tenu. Hein. C'est un pays. C'est sûrement parce que c'est le siège des institutions européennes aussi. Hein. Mais il y a plein de résistants là-bas aussi. Voilà. Absolument. C'est très intéressant et ça nous offre une transition parfaite sur la question internationale justement. Et là aussi, bien sûr que vous le dénoncez depuis longtemps, on le constate, on le devine, on le réfléchit depuis un bout de temps. Mais aujourd'hui, la soumission française à l'Union européenne est plus formelle que jamais. Vous l'évoquiez tout à l'heure avec Ursula von der Leyen qui part dans les valises d'Emmanuel Macron, comme si en tant que président de la France, il ne pouvait pas partir seul en Chine, ce qui est quand même un camouflet assez terrible. Quand Volodymyr Zelensky vient à Paris, il y a Olaf Scholz qui est présent à l'Elysée parce que il pourrait pas être tout seul. Emmanuel Macron, c'est assez bluffant. Et justement, que va-t-il rester de la diplomatie française au-delà de l'ère Macron? On a vraiment là aussi, c'est fou. Hein. Après, promis, à la fin, on finira sur une étincelle d'espoir, mais c'est vrai que là, c'est un peu dur. On est dans le dur avec ce qu'on évoque, mais que va-t-il rester de la diplomatie française au-delà de Macron? C'est-à-dire qu'on a l'impression là encore de quelque chose qui s'écroule. On voit même jusqu'au poste les postes d'ambassadeurs désormais qui sont ouverts aux 4 vents. On a des choses assez terribles, quoi. Est-ce que il y a quand même une lueur d'espoir, ou est-ce que ça aussi va s'effriter petit à petit jusqu'à devenir une sorte de showbiz diplomatique? Alors, si vous voulez, avec Macron, vous avez une accélération, en fait. La vraie rupture est arrivée avec Sarkozy. Dans la diplomatie française, quand il a mis Kouchner au Quai d'Orsay. C'est d'ailleurs, je le signale symboliquement, mais les symboles sont très importants. C'est Kouchner qui a ajouté un drapeau européen sur le Quai d'Orsay. Il y avait juste un drapeau français jusqu'en 2007-2008. Et il a ajouté un drapeau européen à côté du drapeau français. Comme une espèce de marque de soumission. Et là, tous les ambassadeurs, moi je connais je connais quelques diplomates, et il m'avait raconté à l'époque que tous les vieux diplomates, ou plus ou moins vieux d'ailleurs, il y a des jeunes aussi, gaullistes, on va dire, de la tendance un peu Chirac 2003, vous voyez, un peu. Mais sous Mitterrand aussi, il y a eu des relents de gaullisme. Enfin bon.
ont été évacués du Quai d'Orsay et systématiquement remplacés par des atlantistes, des pro-OTAN. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Sarko nous fait revenir dans le commandement intégré de l'OTAN qu'avait quitté De Gaulle. Donc ça continue. Sous Hollande, bon, ça a été moins idéologisé parce qu'Hollande c'était un peu il a l'air un peu par hasard. Dans le programme, c'était plutôt DSK qui devait être là. Lui, il n'a pas eu grand-chose, mais le mouvement a plutôt continué par force d'inertie, on va dire. Et ensuite Macron. Alors là, vous avez une accélération parce que Macron est vraiment un euro-idéologue, quoi, un euro-fanatique. C'est-à-dire que vous regardez d'ailleurs ces derniers tweets là, regardez ce matin, il ne parle plus que d'Europe. Il n'y a plus que ça. Et systématiquement, il écrit en européen. Il a même dit dans un tweet hier soir, l'Union européenne, notre trésor. Enfin, ça devient vraiment le fanatisme aussi des fins de règne, si vous voulez. Avec l'aide d'une intelligence artificielle. Je me permets de rajouter cet élément. Hier, que ChatGPT ait dit que l'Europe était compétitive. Il a dit même l'intelligence artificielle dit que l'Europe est compétitive. Bon. Je commente même pas. Et Macron, vraiment un eurofanatique au dernier degré, à tel point effectivement que, alors que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'on est une puissance nucléaire, alors qu'on a le deuxième espace maritime du monde, 12 millions de kilomètres carrés, alors qu'on est le seul pays au monde, et chez nous c'est pas une formule, où le soleil ne se couche jamais, le seul, grâce à l'outre-mer magnifique, alors que on a une profondeur historique, civilisationnelle, culturelle, reconnue dans le monde entier, alors qu'on reste malgré tout, on est en chute, enfin on reste une puissance économique, on reste une puissance militaire, on reste une puissance diplomatique, on a le deuxième réseau diplomatique du monde. Bon, je peux multiplier comme ça les exemples. Il se trouve le moyen effectivement d'emmener Ursula dans ses valises quand il est reçu en visite d'État, ce qui est le plus haut degré protocolaire en Chine. Mais comment les Chinois nous regardent dans ce cas-là? C'est presque eux qui sont obligés de rectifier. Vous avez vu? Ils ont accueilli le président de la République française très très bien. Honnêtement, il a eu le droit aux honneurs qui d'ailleurs que Macron ne mérite pas, que la France mérite, pas Macron. Mais eux ont presque rétabli la situation et ils ont très mal traité Ursula. Cette fameuse table. Parce qu'ils reconnaissent pas le truc, parce qu'eux ils disent mais c'est quoi? C'est une organisation c'est une fonctionnaire Ursula von der Leyen. C'est une fonctionnaire. C'est une organisation supranationale qui n'est pas attachée à un peuple, qui n'a pas de prestige, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de place internationale. Et donc ils l'ont traité comme on traite une haut fonctionnaire, voilà, ils l'ont pas maltraité, mais enfin bon, elle a pas du tout eu les honneurs, quoi. Elle est même passée par le transit normal des passagers à l'aéroport, à l'arrivée et au départ. Donc ils ont presque rétabli malgré nous les choses. Ils nous ont donné plus de lustre qu'on s'en donne nous-mêmes. Vous voyez? Ce qui prouve que la France conserve un prestige. Que alors que Olaf Scholz, vous avez raison, lui quand il est allé en Chine en novembre dernier, il est allé tout seul. Et même Macron avait essayé de l'accompagner. Scholz avait dit nine, pas question. C'est normal, bien normal. Donc personne d'autre fait ça. Personne fait ça. Aucun chef d'État ne fait ça dans le monde. Et la France encore moins devrait le faire puisqu'elle a une position particulière, éminente dans le monde. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, ils ont tout saccagé, oui, ils détruisent, oui, ils font du copinage en supprimant le corps diplomatique, donc en ouvrant de fait les nominations aux copains. Bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire, et la visite chinoise presque nous le rappelle, malgré nous, il reste un lustre, un rayonnement et un prestige français. Même Macron se fait avoir par ça. Regardez, quand il sort, je pense un peu de manière anodine, dans l'avion au retour, il dit être allié, c'est pas être vassal des États-Unis. Il faut que sur Taïwan, l'Europe ne soit pas alignée sur les États-Unis. Alors il dit l'Europe, il dit pas la France. On peut en parler, ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, ce qu'on retient, et d'un coup, en fait, ça crée une polémique mondiale qui prouve que la voix de la France, malgré Macron, etc., malgré lui, compte. Ouais. Vous voyez, ça le dépasse. C'est pas tombé comme ça. Non, ça a tout de suite rebondi. Et il y a des réactions dans le monde entier. Et même des peuples qui ont entendu ça un peu distraitement ou connaissent pas bien Macron, ils se disent on retrouve la France qu'on aime. Alors que nous on sait que c'est bidon, si vous voulez. Donc malheureusement, mais ce qui prouve qu'il y a une permanence qui est là. Ce qui prouve quoi? Ça veut dire que si demain on change les équipes au pouvoir, on change la doctrine, ça repartira très vite. C'est ça qu'il faut se dire. Ça repartira très vite parce que vous n'effacez pas 1500 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire et des siècles de diplomatie glorieuse comme ça. Vous ne l'effacez pas. Il y a des permanences de l'histoire. C'est comme ça. Et ça, Macron ou pas, ça reste. Je suis d'accord, ça veut pas dire qu'il faut quand même pas se débarrasser de Macron au plus vite parce que malgré tout, il détruit tous les jours. Mais il faut pas non plus tomber en dépression
Il reste pas rien du tout. C'est pas un champ de ruines. C'est juste qu'on est dirigé par des traîtres. Et voilà, l'optimisme que j'attendais, qu'on attendait effectivement. Et c'est vrai que c'est assez fou, vous le dites, de voir le regard qui est porté à l'international sur la France, parce que nous, en français, on aime bien, commenter ce qui se passe ailleurs. On aime bien se moquer d'un Joe Biden qui tutoie des fantômes, apparemment, qui s'entend plutôt pas mal avec eux de temps en temps, en leur serrant la pince. Mais c'est vrai que quand on voit à l'international, jusqu'à Der Spiegel hier en Allemagne, qui titrait Macron est-il devenu fou, quelque chose comme ça. Il y a un article qui est sorti dans le journal. C'est assez sidérant de voir que on s'enferme, nos médias nous enferment dans une perception du pouvoir qui n'est finalement pas celle à l'international, et on voit, comme vous le dites, que la France rayonne encore. Donc c'est rassurant. Et si on agrandit le spectre sur l'Union européenne, on peut se poser la même question, parce que là aussi, on a évolué depuis plus de 20 ans maintenant dans un moule où l'Union européenne c'était la paix, c'était l'amour des peuples, l'amour de la démocratie, et petit à petit ces piliers se sont écroulés. Alors déjà 2005 sur la notion de démocratie, mais aujourd'hui l'Europe c'est la paix. Là, quand on voit les positions monsieur commissaire européen français qui parle d'armement, voilà, Thierry Breton, voilà, absolument, qui n'a plus, enfin, c'est Rambo maintenant. Il veut relancer les usines d'armement dans des dimensions terribles pour faire la guerre, mais faire la guerre c'est la paix. C'est fou de voir cet écroulement de l'Union européenne que vous dénoncez de longue date, mais on y est quoi maintenant. Il y a un dévoilement. Voilà, il y a un dévoilement. Écoutez, tant mieux. Moi, vous savez, souvent je dis de manière provocatrice dans mes meetings, j'adore Ursula von der Leyen. Alors, il y a d'abord une stupéfaction. Et ensuite, j'explique. Non, j'ai dit je l'adore parce que je préfère que les gens voient ce qu'est l'Union européenne, y compris par une caricature hystérique, plutôt que nous mettre un espèce de communicant qui ferait bon chic, bon genre et qui cacherait la réalité de l'Union européenne. Elle, au moins, elle y va en mode bulldozer. Elle y va, elle fonce, elle est arrogante, elle est brutale, elle s'arroge tous les pouvoirs, et elle est un peu hystérique, etc. Et on voit ce qu'est la tyrannie européenne. Sur l'Ukraine, elle a dit il ne faut pas chercher l'apaisement. Elle s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas, elle ferme des médias, elle envoie des milliards, elle envoie des armes. L'Union européenne s'est beaucoup dévoilée ces dernières années. Maintenant, les gens peuvent plus dire je sais pas. C'est beaucoup plus compliqué de nous vendre l'histoire à l'eau de rose d'une Europe, c'est la paix, l'Europe qui protège, etc. quand on voit la réalité. L'Europe, c'est la liberté, la démocratie quand on voit la réalité. Enfin, on voit exactement l'inverse. Même chose on voit maintenant toute la corruption de ce système. Non seulement parce qu'il y a 3 eurodéputés en tôle en ce moment. Ouais, oui. Très bien. Mais aussi parce qu'il y a toute l'histoire des SMS avec Pfizer, d'Ursula, que les gens sentent bien que ça sent mauvais, ce truc. On voit bien qu'on passe pas par hasard 71 milliards de dollars de contrats de vaccination, 10 doses par habitant, sans rationalité, qu'on n'achète pas 1 milliard de Remdesivir au moment où l'OMS vous dit qu'il faut pas en acheter, pour rien, qu'il y a un problème. Voilà. Et voilà, très bien. Alors voilà. Donc on voit. Maintenant, le débat est posé. Donc la question c'est, on en sort, on reste. Il reste la voie médiane des menteurs. On va rester, mais on va la réformer de l'intérieur. Bon, stop. Ça, j'espère qu'il y a de moins en moins de gens qui croient à tout ça, parce que c'est un mensonge qui est répété tous les 5 ans, et c'est évidemment faux. Ça ne s'est jamais produit, ça ne peut pas se produire. Cette machine-là ne se réforme pas de l'intérieur. Elle a un ADN, le code ADN, si vous voulez. À part l'ARN messager de Pfizer, personne n'a réussi à modifier l'ADN jusqu'ici. Donc, vous voyez, l'ADN, il est là, il est atlantiste, il est antidémocrate, anti-souveraineté nationale, anti-peuple, ultra-libéral du point de vue des services publics, de la destruction de tout, etc. Et en même temps tyrannique du point de vue des libertés publiques. Il est là, il est dans la corruption par définition, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Un système sans contre-pouvoir génère naturellement de la corruption et des conflits d'intérêts. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs aujourd'hui l'Union européenne est la structure pour moi la plus corrompue du monde. J'en suis intimement persuadé. Donc voilà, le débat maintenant il va être là de plus en plus. Frexiteur ou euro-fanatique, vous choisissez. France ou disparition de la France. Il y a effectivement un choix clair qui se pose de plus en plus. Cher Florian, nous sommes ensemble depuis près d'une heure maintenant. Déjà un immense merci pour toutes vos réponses. Et pour conclure cet échange aujourd'hui, quel est votre horizon politique avec les patriotes? Voilà, on le disait en début d'échange, vous êtes extrêmement présents sur le terrain, vous continuez, vous êtes de plus en plus nombreux. En tout cas, le nombre ne baisse pas. J'ai l'impression sur les manifestations, il y a une présence et un renouvellement aussi. Vous voyez de plus en plus de nouvelles personnes, comme vous le disiez. On a 40 000 adhérents. Très divers,
savez, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai quitté le Front National à l'époque en 2017, et à l'époque, on me disait ça va être ton sparadrap, tu pourras pas, etc. Totalement faux. Aujourd'hui, les gens nous voient très différemment, nous voient tel que je suis, me voient personnellement tel que je suis vraiment. Et on a une diversité d'origine sociale, d'opinion à la base, etc., professionnelle, sociodémographique, etc., qui est formidable aux Patriotes. Nous, on va continuer, accélérer, enfoncer le clou. Vous savez, là, on s'est un peu déchaîné ces dernières semaines. C'est peut-être pour ça aussi que la préfecture de police nous aime un peu moins, même si elle nous aimait pas beaucoup déjà, puisque Darmanin nous avait déjà copieusement insulté, etc., ou diffamé. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu déchaîné ces dernières semaines. On a bloqué les Champs-Élysées. On a fait cette opération devant Pfizer avec les flics qui sont arrivés tout de suite, etc. On était devant le ministère du Travail, un peu en manif spontanée. La Brave même est arrivée, hein. Bon, et puis là, puis les manifs à côté déclarés qui continuent et qui s'accélèrent, il y a du monde. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis comme le professeur Raoult, il y en a pas. Je pense qu'il y en a fondamentalement pas. Par contre, il y a action tous azimuts. Tous azimuts. On cherche tous les jours de nouveaux moyens de réveiller les gens, de sensibiliser. Donc c'est les manifs, c'est les actions coup de poing entre guillemets qu'on fait, c'est le lobbying sur les parlementaires, c'est le militantisme classique mais très important, hein, les tracts, les affiches, etc. C'est tout ce travail qu'on fait dans les médias quand on peut, c'est rare, sur les réseaux sociaux en tout cas beaucoup plus massivement, d'informations, de propositions. On va faire un congrès là fin août début septembre qui va être très important pour le mouvement. On prépare le rassemblement des souverainistes. Moi, je rencontre plein de monde. Je continue. Voilà. Enfin, je sais pas quoi vous dire parce que j'ai pas un horizon avec un but précis. Mon but, c'est de sauver mon pays et qu'on soit heureux et qu'on sorte de cette dinguerie et que la France soit là et que l'humanité soit là. J'ai pas d'autre but. Alors, c'est un but énorme, mais j'en ai pas d'autre. La méthode, la stratégie, c'est tous azimuts. On y va. Et surtout, je vais mettre un point particulier dans les semaines et les mois qui viennent au rassemblement des souverainistes. Ça, pour moi, faut arrêter les plaisanteries, là. On est dans le dur, on est dans le sérieux, il faut y aller à fond, à fond. Et j'avais bien aimé la proposition de Greg Tabibian, que vous connaissez, je pense, qui m'avait faite en direct sur ma chaîne, en disant, moi, je veux réunir les leaders souverainistes, les mettre ensemble, devant une feuille blanche, et ils écrivent sur quoi ils sont d'accord. Moi, j'ai dit, bingo, allez, on y va. Je sais pas, je pense qu'il a fait la proposition aux autres leaders, je sais pas ce qu'ils ont dit. En tout cas, moi, j'y vais tout de suite. Donc ce rassemblement, on le redit, la pétition que vous avez lancée en lien de cette description également, et sur le plan politique, même si effectivement l'action pour l'instant importe, hein, la lutte sur le terrain importe avant tout, et sur l'horizon politique, vous aviez parlé des européennes 2024, c'est là pour l'instant le point de mire, 2027 on verra. 2024, c'est les européennes. Peut-être qu'avant, il y aura une dissolution. Je sais pas. Il faut qu'on soit prêt, quoi qu'il arrive. Après, on fait selon nos moyens financiers aussi. Hein. Tout ça coûte extraordinairement cher. Il faut le savoir. L'inflation touche aussi le prix du papier, de l'affichage, etc. C'est une folie. Mais les sonos, la sécurisation en manif, ça coûte 2 fois plus cher qu'il y a un an et demi. Donc, on continue comme on peut, au maximum. 2027. J'aimerais bien qu'on ait honnêtement, j'aimerais qu'on ait une élection présidentielle avant 2027. Ce serait vraiment bien. Et on verra à ce moment-là. Mais déjà, fixons-nous que ce mandat dure pas 5 ans. Quoi. C'est insupportable. Voilà. Déjà, cet objectif-là, on finira sur cette note d'espérance, ce vœu cher qu'on partage effectivement. Cher Florent Philippot, un immense merci pour cet échange. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Voilà, et on peut vous retrouver sur la chaîne des Patriotes, bien sûr. On est également camarade de YouTube, la chaîne qui a explosé. Vous êtes à plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Non, pas encore. On arrive à 450 000. 450 000. Vous voyez, j'ai vu plus large, mais ça va arriver très vite. Donc, encore un grand merci. Merci d'être venu sur Juste Milieu. Chers spectateurs, on va se retrouver très vite, vous le savez, pour de nouvelles vidéos. Je vous salue et à très bientôt.